Il existe une plante que la plupart des jardiniers sont censés éliminer depuis des années. On la bombarde de produits chimiques, on l'arrache du sol, on la maudit d'oser pousser dans nos allées. Pourtant, pendant des millénaires, cette même plante a soigné le foie, purifié le sang et nourri des civilisations en temps de famine. Elle survit au feu, elle survit à la sécheresse, elle survit au gel. Et enfoui dans ses racines se trouve un composé que les scientifiques modernes étudient actuellement pour sa capacité à induire le suicide des cellules cancéreuses. Ce n'est pas une mauvaise herbe, c'est l'un des plus anciens remèdes de l'humanité. Voici l'histoire d'une plante au super-pouvoir que nous avons transformée en ennemi. Bienvenue dans le coffre-fort de la nature oubliée. Si ce coffret vous inspire et que vous appréciez ces histoires, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque j'aime et chaque partage contribuent à préserver ce savoir oublié. Les archives s'ouvrent non pas dans un jardin, mais dans une bibliothèque du désert scellée depuis des siècles. Dunhuang, Chine. Le long de l'ancienne route de la soie, des explorateurs ont découvert une grotte cachée remplie de manuscrits restés intacts pendant 1000 ans. Parmi eux se trouvaient des textes médicaux de la dynastie Tang, décrivant une fleur jaune appelée Pu Gong Ying. Les médecins écrivaient qu'elle apaisait les organes enflammés, purifiait le sang et guérissait les infections qui, jadis, emportaient des vies. Ils documentaient ainsi une plante déjà connue sur tous les continents bien avant que l'encre ne touche le parchemin. En Égypte, les guérisseurs préparaient une infusion de ses racines pour calmer la fièvre. En Grèce, elle était prescrite en cas de congestion hépatique. Les érudits médicaux arabes l'appelaient tarakchak, l'herbe amère qui débloque les voies internes du corps. Lorsque les pèlerins embarquèrent sur le Mayflower pour le Nouveau Monde, ils n'emportèrent pas seulement des outils et des bibles. Ils apportèrent des sacs de graines de pissenlit. Pour eux, ce n'était pas une mauvaise herbe. C'était une pharmacie qu'ils ne pouvaient se résoudre à abandonner. Toutes les cultures qui ont touché cette plante sont parvenues à la même vérité. Le pissenlit est un véritable arsenal biochimique. Ses racines contiennent de l'inuline, un prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries intestinales. Ses feuilles sont une forteresse nutritionnelle. Les analyses modernes montrent que les feuilles de pissenlit contiennent plus de vitamine A que les épinards, plus de vitamine C que les tomates, et plus de fer que le chou frisé. Elles sont riches en vitamine K, essentielle à la santé osseuse et à la coagulation sanguine. Pour les anciens, il ne s'agissait pas d'une simple salade, mais d'une question de survie. Les soldats romains consommaient ces feuilles pour prévenir le scorbut lors des longues campagnes. Au Moyen Âge, les herboristes utilisaient la sève pour soigner les verrues et les infections. Les tribus autochtones d'Amérique du Nord faisaient bouillir ces légumes verts pour retrouver leur vitalité après les longs mois de famine de l'hiver. Alors, comment une plante aussi essentielle est-elle devenue la mauvaise herbe la plus détestée au monde? Ce n'était pas un hasard. C'était une stratégie bien rodée. L'ère de la mauvaise herbe a commencé au XXe siècle. Dans le contexte de l'essor économique de l'après-guerre, dans les années 1940, un nouvel idéal culturel a émergé. La pelouse parfaite, un tapis lisse et uniforme d'herbes vertes, symbole d'ordre et de contrôle. Mais maintenir une monoculture contre la nature est impossible sans armes. Les entreprises chimiques avaient besoin d'un produit à vendre aux propriétaires de maisons de banlieue. Elles l'ont trouvé dans un produit chimique appelé 24D. Ce composé a initialement fait l'objet de recherches pendant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu'arme biologique potentielle pour détruire les récoltes ennemies. Après la guerre, elle fut reconvertie en désherbant miracle. Sa propriété était unique. Elle détruisait les plantes à feuilles larges comme les pissenlits, tout en laissant l'herbe intacte. Pour vendre ce produit chimique, il fallait un bouc émissaire. On choisit alors la fleur jaune vif. Les magazines se moquaient des propriétaires qui laissaient pousser des pissenlits. Les voisins se dénigraient.
Une plante qui avait nourri des générations devint un symbole d'échec, de paresse et de pauvreté. L'Erasia fut achevée en moins de 50 ans. Nous avons troqué une pharmacie gratuite contre un tapis vert. Pourtant, le pissenlit refuse de disparaître. Alors que les cultures nécessitent irrigation, engrais et soins attentifs, le pissenlit pousse là où rien d'autre ne le peut. Sa racine pivotante profonde agit comme une foreuse. Elle perce la terre morte et compactée, s'enfonçant jusqu'à plusieurs mètres dans le sous-sol pour y puiser du calcium et du potassium. Elle transporte ces minéraux à la surface, régénérant le sol pour les autres plantes. Elle nourrit les pollinisateurs au début du printemps, quand le reste du monde est gris. Elle revient après un incendie. Elle perce le béton. Et aujourd'hui, la science moderne s'intéresse enfin aux bienfaits du pissenlit. À l'université de Windsor, au Canada, le biochimiste Kararam Pand a fait une découverte surprenante. Son équipe a constaté que l'extrait de racines de pissenlit pouvait induire l'apoptose dans certaines cellules cancéreuses agressives. L'apoptose signifie suicide cellulaire programmé. Lors de tests en laboratoire, l'extrait a provoqué la désintégration des cellules leucémiques et mélanomateuses, sans affecter les cellules saines. Contrairement à la chimiothérapie, il n'a pas empoisonné l'organisme. Il a simplement rappelé aux cellules cancéreuses comment mourir. La plante n'était pas faible, c'était notre mémoire qui l'était. Mais son pouvoir de rédemption va encore plus loin. Il pourrait bien influencer l'avenir de l'économie mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les approvisionnements en caoutchouc d'Asie furent interrompus, l'Union soviétique se tourna vers une plante apparentée au pissenlit commun, le pissenlit russe, Tacum sagis. Ses racines contiennent un latex naturel de haute qualité. Aujourd'hui, la production mondiale d'EVAs est menacée par les maladies et le changement climatique. Des entreprises comme Continental Tire et Ford cultivent désormais des milliers d'hectares de pissenlit. Elles produisent les premiers pneus haute performance durables entièrement fabriqués à partir d'une plante sauvage. Celle que nous avons tenté d'éliminer pourrait bientôt devenir le moteur de notre civilisation. Pour reconquérir cette plante, nous devons réapprendre ce que nos ancêtres comprenaient. Le pissenlit n'est ni décoratif ni jetable. C'est un véritable garde-manger, dissimulé dans une seule plante aromatique. Les jeunes feuilles, cueillies au début du printemps avant la floraison, sont douces et tendres. Ce sont des légumes verts, amers, détoxifiants, qui stimulent le foie. Leurs fleurs sont comestibles et sucrées. On peut les paner et les frire pour en faire des beignets ou les faire infuser dans un sirop doré au goût de miel. Les racines, récoltées à l'automne lorsqu'elles sont gorgées d'énergie, peuvent être lavées, séchées et torréfiées. Moulues, elles permettent d'obtenir une infusion riche et corsée, sans caféine, qui soutient le foie au lieu de surcharger les glandes surrénales. Chaque partie du pissenlit a une fonction. Chaque partie recèle du pouvoir. Le pissenlit n'a jamais eu besoin de notre approbation. Il avait besoin de notre mémoire. Pendant des millénaires, il a nourri, soigné et fait vivre des communautés. Pendant un siècle, nous avons tenté de l'éradiquer au nom de l'esthétique. Mais la plante qui a survécu aux ères glaciaires et aux incendies de forêt ne cède pas aux tendances marketing. Elle renaît sans cesse. Elle fait ce qu'elle a toujours fait: survivre. Ce n'est pas l'histoire d'une mauvaise herbe. C'est l'histoire d'une plante dont les humains dépendaient autrefois entièrement. Une plante effacée, non pas parce qu'elle nous a fait défaut, mais parce qu'elle était libre. Une plante qui régénère les sols, soutient les pollinisateurs, nourrit le corps et remet en question les fragiles systèmes que nous avons bâtis. Le pissenlit pourrait bien avoir plus d'importance à l'avenir qu'il n'en a jamais eu par le passé. Un tel savoir n'a jamais été perdu, seulement enfoui sous les herbes folles et les habitudes oubliées.